Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources sur une figure vraiment majeure de la chanson française, Jean-Jacques Goldman. Auteur, compositeur, interprète, né en 51. Notre point de départ principal, c'est sa page Wikipédia, un extrait assez détaillé. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin que la simple bio, comprendre son succès immense, ses collaborations et ce rapport très spécial à la célébrité, surtout avec son retrait médiatique depuis les années 2000. Oui, un artiste assez hors norme, c'est clair. On parle de près de 30 millions de disques vendus juste pour lui, sans compter ce qu'il a fait pour les autres. Une carrière solo qui a explosé après ses débuts dans le groupe Typhon. Et sa popularité, elle ne faiblit pas. C'est assez étonnant. Justement, cette popularité qui dure malgré son silence, c'est ça qui est fascinant. Comment on peut expliquer ça? On va creuser un peu. Alors, après Taifong, il y a eu le succès de Sister Jane, bien sûr. Mais ses débuts solo, c'était plus compliqué, non? Les premiers 45 tours, ça n'a pas vraiment marché. Qu'est-ce qui fait que ça bascule en 1981 avec Il suffira d'un signe? Il y a une sorte d'alignement, je crois. La mélodie est là, elle est forte, le texte parle à beaucoup de monde, mais c'est aussi le résultat d'une maturation, hein. Il sortait de Typhon, c'était du rock progressif, souvent en anglais, un style un peu plus pointu à l'époque. Il a raconté lui-même qu'un concert de Léo Ferré en 76, ça a été un déclic, la force des mots en français. Ah oui. Oui, il a compris qu'il pouvait toucher les gens différemment dans sa propre langue. C'est là, je pense, qu'il commence vraiment à trouver sa voix, son style à lui. Et après ça, c'est parti. Les années 80, c'est la folie. Quand la musique est bonne, comme Toi, Envole-moi, que des tubes. Les albums comme Positif ou Non homologués, ils sont platine, diamant. C'est aussi l'époque de cette fameuse polémique-là, avec le journaliste qui dit qu'il est nul. Sa réaction est assez Unique. Absolument unique. Il achète une pleine page de pub dans des grands journaux incroyable. pour publier lui-même les pires critiques reçues. Avec un petit mot. Merci d'être venu quand même. C'est de l'autodérision pure, mais peut-être plus que ça, non? Oui, c'est ce que je pense aussi. C'est brillant comme humour, mais ça montre déjà autre chose. C'est-à-dire? Une forme de contrôle, une manière de désamorcer la critique en se l'appropriant. Exactement, ça révèle une conscience très fine des médias, et ça très tôt dans sa carrière. Sa relation avec la presse, d'ailleurs, elle a toujours été un peu complexe. Des éloges, puis des attaques assez dures parfois. Il a su jouer avec ça avant de décider bien plus tard de s'en retirer complètement. Et en même temps, il devient un compositeur hyper demandé pour les autres. Pour Johnny, évidemment, Gang, L'Envie, des titres énormes, et puis Céline Dion. L'album 2, c'est l'album francophone le plus vendu de l'histoire, c'est fou. Oui, deux, c'est un phénomène mondial. L'impact est colossal et c'est largement grâce à ses chansons, à ses textes. Faut pas oublier non plus le trio Frédéric Goldman-Jones, hein. Ça a très bien marché aussi. C'est vrai. Et il utilisait même des pseudos. Sam Bruschi, O Ménor. Il disait que c'était pour s'effacer un peu derrière l'artiste qui chantait la chanson. Cette idée de s'effacer. Oui, mais est-ce que ce n'était pas aussi déjà une façon de séparer l'œuvre et l'homme, pour protéger cette vie privée à laquelle il tenait tant, même à l'époque? C'est une lecture tout à fait possible, oui. Cette séparation entre l'artiste et la personne privée, ça semble être un fil conducteur chez lui. Ça renforce aussi cette image d'intégrité, je trouve, quelqu'un qui met la musique d'abord avant son propre ego. On ne peut pas parler de lui sans mentionner son engagement pour les Restos du Cœur, les Enfoirés. 30 ans, c'était pas juste un nom sur l'affiche. Ah non, c'était un moteur essentiel, un pilier. Son départ en 2016, ça a vraiment marqué un tournant pour la troupe. Et ce départ, il coïncide avec son retrait plus général de la scène, de la vie publique au début des années 2000. Pour sa famille, dit-il. Oui, Et le paradoxe incroyable, c'est que cette discrétion, ben, elle n'a fait qu'amplifier son statut. Il reste personnalité préférée des Français quasi systématiquement. c'est vrai, c'est assez fou. C'est presque contre-intuitif aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux et de l'exposition permanente. D'ailleurs, il protège farouchement cette image et cette vie privée. Il n'hésite pas à critiquer les biographies non autorisées qui sortent sur lui. Oui, il veut garder le contrôle. Et même les albums hommages comme Génération Goldman ont eu un succès monstre. Ça prouve que l'intérêt, lui, il est toujours bien là. Alors si on essaye de résumer un peu, qu'est-ce qu'on retient? Un parcours exceptionnel, bien sûr, succès commercial, talent d'écriture immense pour lui et pour les autres, un engagement caritatif fort, et puis surtout cette gestion très particulière de la célébrité. Une discrétion choisie qui, au lieu de l'effacer, semble presque renforcer son mythe. C'est exactement ça, c'est tout le paradoxe Goldman. Sa langélité dans le cœur des gens, malgré ce silence médiatique,
Ça pose question. Est-ce que ce sont juste les mélodies et les textes qui suffisent? Ou est-ce que cette popularité un peu hors norme, elle tient aussi à cette image qu'il renvoie? Une image d'intégrité, de simplicité et ce retrait volontaire. Ça tranche tellement avec notre époque, non? Peut-être que les gens perçoivent ça comme une forme d'authenticité devenue très rare. Une authenticité qui serait devenue sa plus grande signature, en quelque sorte, que ce soit voulu ou pas. Intéressant de voir ce qui fabrique une légende populaire aujourd'hui finalement.